Je suis allé jusqu'à Minembwe, dans les territoires de Fizi, dans les territoires de Mwenga. Mais ce sont des morts tous les jours, des violences tous les jours. Parce que si nous prenons les indicateurs, la RDC s'est enfoncée plus que ce que nous avions dans les années 60. Et le peuple aussi a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons. Le peuple observe, mais le peuple n'agit pas. Ce que nous devons privilégier, c'est notre intérêt commun, c'est la République. Chacun va souscrire. Je serai opposant ou je serai au pouvoir, à la majorité. Donc nous-mêmes, nous avons détruit, nous les hommes politiques, nous avons détruit cette population parce que nous n'avons pas montré à cette population comment suivre les valeurs idéologiques. Le gouvernement national de l'Union nationale va donner la solution au problème. Quand nous sommes allés voir le conseiller spécial, il nous a demandé clairement quelle taille vous voulez pour ce gouvernement. Moi, j'ai parlé de 25 ministres. Ça, c'est moi, avec la délégation des opposants qui m'avaient accompagné. Nous étions 12. Nous avons demandé à ce que le gouvernement ne dépasse pas 25. Pourquoi? Parce que nous voulons justement réduire les traits des institutions. Donc, il y a un travail, effectivement, qu'on doit faire des fonds pour dénicher tous les fonds secrets et pouvoir retravailler les budgets qui sont affectés aux institutions. Quand vous voyez un ministre passer avec 3, 4, 5, 6, 7 voitures comme cortège, c'est une dépense. Vous pensez que les leaders, il y a des leaders ici de l'opposition qui font trop de bruit inutilement. Mais allons dans un processus démocratique, transparent. D'ailleurs, je l'ai dit au conseiller spécial. Si vous voulez mettre de l'ordre dans la classe politique, il faut des élections transparentes et crédibles. Quand j'ai embrassé Ensemble, c'est parce que nous étions dans la même logique de réflexion qui s'aggrave au jour le jour avec des conséquences dramatiques sur la population civile. Du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, tous les sillons sont pratiquement au rouge. Et vous savez, les Congolais n'ont plus confiance à personne. Les Congolais n'ont pas confiance aux Congolais. Les institutions n'ont plus confiance entre elles. Il est vrai que la crise politique que nous sommes en train de vivre au Congo, elle est devenue vraiment, vraiment profonde. Et la crise se voit même au niveau des différentes institutions. Et quand les institutions ne sont pas bien gérées, quand les institutions ne sont plus à mesure de suivre la loi portant leur fonctionnement, c'est le chaos total. Et la particularité est que la crise, elle est profonde au sein de la classe politique. La majorité elle-même abrite les conflits à son sein. L'opposition est en conflit avec elle-même. La majorité a conflit avec l'opposition, l'opposition a conflit avec la majorité. Et la conséquence est que le pays est en train de disparaître, avec toutes les conséquences que vous êtes en train de vivre ces derniers jours. Je ne voudrais même pas rappeler qu'aujourd'hui, la RDC, c'est un pays qui est livré au monde entier comme un terrain de promenade, où les gens peuvent entrer et sortir comme ils veulent. C'est ici le moment de déplorer cette agression que nous sommes en train de vivre à l'est de la RDC par le Rwanda, mais aussi toutes ces forces étrangères qui existent en RDC, en dehors du Rwanda, qui a agressé les pays. Il n'est pas normal dans un État souverain comme la RDC, qui ait toutes ces forces, tous ces pays qui puissent exister et exercer leur influence. Vous savez qu'il y a les opérations conjointes Ouganda et FARDC. L'Ouganda, c'est un autre pays. Quand vous prenez la MONUSCO, qui a fait plus de 25 ans, sans aucun bilan aujourd'hui, qui abrite
le monde entier assassin, parce que ce sont les Nations Unies. Quand vous prenez les alliés du gouvernement et vous prenez les alliés de toutes ces forces qui opèrent en RDC, franchement, ça fait la honte. La RDC devient la terre de désespoir. À l'Est, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Inutile qu'on puisse vous le rappeler que la rébellion fait rage avec l'agression, les groupes armés. Du côté ouest, vous connaissez qu'il y a des situations avec les Mobondo. Et quand vous voyez le plus grand mal qui tue et que le peuple congolais ne sait pas, c'est la famine. Le peuple congolais est affamé et tous les jours, les gens meurent d'une façon isolée, mais personne ne sait comptabiliser ces nombres, tout simplement parce que le peuple n'a plus rien à manger. En dehors de tout cela, vous trouvez qu'aujourd'hui la RDC, c'est un pays où il n'y a plus de routes. Un pays où il n'y a plus aucune politique de la santé. Un pays où il n'y a plus une politique éducationnelle. Un pays où la gouvernance est chaotique avec tous les résultats que nous savons aujourd'hui, que ce soit dans la ville de Kinshasa et dans toutes les provinces. Mesdames et messieurs de la presse, la situation est grave. En dehors de tous les maux que nous vivons dans notre pays, vient encore de s'ajouter la catastrophe naturelle. Nous sommes avec vous à Kinshasa. Vous savez que ces 2 dernières semaines, nous avons vécu les pires cauchemars au sein de la population. Il est donc temps que la population réfléchisse, que les dirigeants réfléchissent sur ce qu'il faut faire afin que nous puissions sortir de cet état que nous sommes en train de déplorer tous. Nous avons apprécié le processus de Nairobi. Nous avons apprécié le processus de Luanda. Nous avons apprécié l'initiative de la CENCO et de l'ECC. Et enfin, nous avons aussi apprécié l'appel du chef de l'État pour l'unité et la cohésion nationale à travers la consultation que le conseiller spécial chargé de sécurité a organisée. Mais dans tous ces processus, dans toutes ces initiatives, le peuple reste orphelin. Tous ces processus tardent à pondre de bons résultats qui permettront à ce que la population se retrouve. Nous sommes donc face à une population qui est dans le désespoir total, une population aujourd'hui qui est abandonnée, qui est devenue aigrie, qui n'a confiance à personne pratiquement. C'est le temps pour nous, en tant qu'hommes politiques, de réfléchir profondément. Est-ce que nous servons ce peuple? Que nous soyons de la majorité, nous soyons au pouvoir. Est-ce que nous avons servi ce peuple? Que nous soyons de l'opposition, est-ce que nous avons servi ce peuple? Ou c'est plus nos intérêts qui passent en premier, en priorité? Et il est vrai aujourd'hui que la classe politique que nous sommes en train de vivre au Congo n'a pas produit de résultats depuis 1960, depuis l'indépendance. Aucun résultat. Parce que si nous prenons les indicateurs, la RDC s'est enfoncée plus que ce que nous avions dans les années 60. Ça veut dire tout simplement la classe politique, elle a échoué. Elle a échoué complètement. Il est donc temps que d'autres personnes, que d'autres acteurs, que les politiciens qui sont encore là, qu'ils réfléchissent comment on peut faire les choses autrement. Et c'est là où nous sommes en train de décrier toutes ces caprices politiques, toutes ces politiques grossières où les gens veulent se rétracter,
Ils se justifient au nom du peuple, mais en fait, ils ont leurs intérêts. Et le peuple aussi a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons. Le peuple observe, mais le peuple n'agit pas. Nous appelons donc aujourd'hui tous les dignitaires, les hauts dignitaires de l'État, à se mettre au service de la population. Il est temps que le peuple retrouve en fait sa part dans tout ce que nous faisons comme activité politique, dans tout ce qui est gestion de ces pays. Et donc, le premier appel que nous lançons à travers cette conférence de presse, c'est au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous en appelons à sa bonne volonté. La politique qu'il a appliquée dès son accession au pouvoir jusqu'à ce jour a montré ses limites. Il est important, comme il est chef de l'État, qu'il réforme les choses en faveur du peuple. Et pour cela, nous comptons sur sa bonne volonté. Parce que nous n'allons pas aller en affrontement contre les Congolais que nous sommes. Depuis 1960, que ce soit Kasavubu, que ce soit Mobutu, que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Tshisekedi, tous ce sont des Congolais. Nous sommes tous des frères. Ce que nous devons privilégier, c'est notre intérêt commun, c'est la République démocratique du Congo. Il est important donc que les chefs de l'État réfléchissent sur sa politique qui n'a pas produit de résultats pour que les choses aillent autrement. Il est important aussi à l'opposition, moi j'ai été opposant depuis 2018, de ne pas toujours crier dans les médias, de ne pas toujours condamner ce qui se passe, mais de prêter aussi main forte pour que la gestion des affaires, pour que la gestion de l'État produise un effet positif pour cette population. Nous disons donc que l'opposition doit être constructive, doit être républicaine en faveur du peuple. Nous devons bannir avec cette façon de mettre la haine, de s'aimer la haine dans la politique. Parce que ce que nous vivons en RDC, c'est comme si nous sommes des ennemis entre nous. Et pourtant, nous sommes des frères. Nous devons apporter des solutions à ceux qui gèrent. Et ceux qui gèrent doivent aussi apporter des solutions à ceux qui sont en dehors de la gestion. Je voudrais quand même rappeler ici que l'opposition est muselée. L'opposition est écrasée. L'opposition ne sait plus exprimer ses droits. Et vous savez combien nous sommes en prison. Nous avons fui, nous sommes en exil. Personne ne sait descendre dans la rue. Personne ne sait parler mal parce qu'il sera interpellé, arrêté. Et pourtant, un pouvoir sans opposition dans un régime de démocratie, c'est un pouvoir qui ne vaut pas la peine. Ça sera un pouvoir déséquilibré, un pouvoir qui ne profite pas à la population. Et donc, il est important que les pouvoirs en place et que l'opposition collaborent, travaillent ensemble. Et moi, en tant qu'opposant, je voudrais quand même demander à mes frères opposants de cesser avec la politique des chaises vides, d'affronter les gouvernements en face, d'aller vers les gouvernements pour proposer des pistes de solutions, d'aller vers le gouvernement pour réfléchir ensemble, pour donner les cahiers de charges qui constituent ce que nous n'apprécions pas, nous, en tant qu'opposants. Je l'ai répondu, j'y ai revenu plusieurs fois lors de nos échanges, que ce soit avec les chefs de l'État, que ce soit avec le conseil spécial, pour que l'opposition ait quand même ce climat de travail. Mais que l'opposition aussi n'exagère pas, parce qu'à un moment donné, nous sommes dans un pays comme si l'opposition s'imposait en dehors de la loi. Et ça, c'est condamnable. C'est dans cette optique aujourd'hui où le pays ne marche pas.
où nous sommes en crise, où nous vivons le chaos partout dans les 26 provinces, y compris la ville de Kinshasa, que nous avons pris l'initiative avec d'autres opposants qui ont la bonne volonté d'aller rencontrer le conseiller spécial chargé de sécurité pour dire clairement les mots qui rongent notre pays, pour demander à ce que nous puissions contribuer que la guerre cesse, pour dire clairement que le pays doit changer et que le peuple doit retrouver sa valeur. Et donc, messieurs, mesdames de la presse, nous sommes donc disposés à répondre à vos questions parce que nous pensons que l'heure est venue où nous devons réfléchir autrement et prendre nos responsabilités en tant que fils de ces pays. Nous n'allons pas compter sur les étrangers. Je suis allé jusqu'à Minembwe, dans les territoires de Fizi, dans les territoires de Mwenga. Mais ce sont des morts tous les jours, des violences tous les jours, des pillages de bêtes, des scènes horribles à voir. Mais est-ce que vous attendez ces informations à Kinshasa? Non. Et aujourd'hui, que je ne reporte pas ce que la population du sud qui vous traverse, la population du nord qui vous traverse, au nom de la discipline, je ne sais pas, un parti politique, jamais de la vie. Moi, je vois le peuple, mon chef reste le peuple. Quand même raisonnable. D'abord, dans mon propos, j'ai dit l'opposition doit travailler avec le gouvernement. Parce que la Constitution, elle demande à ce que les deux soient toujours un. Pourquoi? Parce que l'unique pièce que nous avons, c'est la République, en fait. Donc, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, nous travaillons pour la République. C'est notre dénominateur commun. Si la Constitution a bien prévu les choses, au début de chaque mandat, après les élections, on choisit. Il y a soit un informateur, soit un formateur, qui va identifier la majorité. C'est connu. Pour former, parce que normalement, le Premier ministre doit venir de la majorité parlementaire. Et s'il n'y a pas un parti politique qui gagne la majorité, il y aura des coalitions pour qu'il y ait la majorité et qu'il y ait un Premier ministre. Et l'opposition va jouer son rôle républicain parce que nous sommes régis par un statut de l'opposition. Donc, il n'y a pas, la Constitution normalement ne prévoit pas une disposition qui permet à ce que l'opposition, quand vous avez déjà, parce que nous quand nous venons à l'Assemblée nationale, chacun va souscrire, je serai opposant ou je serai au pouvoir, à la majorité. Donc il n'y a pas, la Constitution ne prévoit pas un mécanisme pour que l'opposant quitte l'opposition pour aller gérer avec le pouvoir. Il n'y en a pas dans la Constitution. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, c'est dû au fait que la République aujourd'hui, elle n'est plus intacte parce qu'elle est amputée par des agresseurs. Et donc, nous sommes dans une situation qui devient autre. Je vous donne même l'exemple de l'état de siège, qui est une situation exceptionnelle et certaines règles dérogent, effectivement, échappent maintenant à l'état de siège parce que c'est une situation d'exception, tout simplement. Et aujourd'hui, la RDC vit justement cette situation d'exception à cause de la guerre qui ravage, mais surtout de notre intégrité territoriale aujourd'hui qui est en problème. Et c'est dans ce cadre, quand nous voyons tous les conflits que nous avons, les choses deviennent hors jeu. Dans le sens où aujourd'hui vous avez des groupes de gens qui gèrent la partie, ce n'est pas une situation normale, qui gèrent la partie Est, la province du Nord Kivu et le Sud Kivu. Et donc, les chefs de l'État pensent que, avec ses conseillers bien sûr, qu'il faut trouver une solution le plus tôt possible pour que cette situation exceptionnelle, anormale, redevienne normale. Et donc, il veut le salut public, le salut du peuple. Moi, je ne parle pas pour les flatter, mais je voudrais comprendre la philosophie
des questions qu'on nous a posées quand nous sommes allés rencontrer les conseillers spéciaux. Donc, il veut le salut public dans le sens où on prend un gouvernement qui va réunir tous les Congolais pour réfléchir sur les voies et moyens qui donnent des pistes de solutions afin que la guerre prenne fin. C'est dans ce sens-là. Donc, je me résume pour vous dire que, en fait, la Constitution n'autorise pas un opposant d'aller gouverner avec la majorité. Non. Mais ici, nous sommes face à une situation exceptionnelle où le chef de l'État pense qu'il faut un gouvernement qui va faire face aux problèmes de l'Est pour l'unité et la cohésion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons plus l'unité dans notre pays. C'est vrai qu'il n'y a plus la cohésion. La population est frustrée. Il y a trop de problèmes. Et donc, il faut trouver la solution à cela le plus tôt possible. Et c'est avec le gouvernement de salut public qui devient quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ça permettra à ce que les choses redeviennent normales. Mais il y aura toujours des problèmes parce qu'il faut un consensus large autour de cela. Il faut un consensus parce qu'ici, c'est la République. Et la République a des citoyens. Il faut donc un consensus large. C'est la raison pour laquelle, au début de ma présentation, nous avons appuyé toutes les initiatives de paix pour le processus de Nairobi, de Luanda, l'initiative de Senko, SCC, et aussi l'initiative du chef de l'État à travers la consultation. Donc il faut que ça soit un tout qui permette à ce qu'on puisse trouver une solution face au problème. Pour votre deuxième question, nous sommes allés chercher les postes. Mais je ne sais pas s'il existe un monde où on peut remédier à une situation sans être sans être responsabilisé. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous pouvez trouver au monde une façon de gérer les choses, mais sans être responsabilisé? Ça n'existe pas. En fait, on est en train tout simplement de salir la réputation des opposants ou même de ceux qui sont là, qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, en disant que non, vous êtes en train de chercher les postes. Mais entre nous, pour donner de l'ordre, il faut être responsabilisé. Quand on est Premier ministre, on a une responsabilité. Quand on est ministre, on a une responsabilité. Quand on est à la députation nationale, au Parlement, on a une responsabilité. Qui peut aller siéger là-bas s'il n'a pas le poste de député? Qui peut participer au Conseil des ministres s'il n'a pas le poste de ministre? Alors, c'est un faux débat. Donc, le poste fait partie de la responsabilité pour trouver la solution au problème que nous sommes en train de chercher, tout simplement. Et c'est volontaire. Vous pouvez aller apporter votre contribution au conseiller spécial et vous dites, parce que lui-même il demande là-bas, est-ce que vous voulez participer au gouvernement ou non? Le conseiller spécial il demande. Alors, si vous ne voulez pas participer, dites que non, moi je suis venu juste vous proposer ce que je pense, mais je ne suis pas preneur pour faire partie du gouvernement. Et vous êtes libre, on ne va pas vous arrêter pour ça. Mais si vous voulez participer, apporter votre pierre à l'édifice, vous dites, voilà, je voudrais faire partie de ce gouvernement. Et c'est l'offre que moi je leur ai dit. J'ai dit, bon, si vous pensez que moi je peux aider, bon, je suis là, je peux aider. Mais si vous pensez que je ne peux pas aider, il vous appartient parce que je suis député national, c'est la grande fonction qui me convient. Mais si on dit aujourd'hui, bon, Gratien vient pour aider le gouvernement à atteindre tel objectif parce qu'il y a la guerre, vous pensez que je vais refuser? Si je refuse, c'est que je n'aime pas mon peuple, c'est que j'ai d'autres raisons cachées. Nous sommes face à une population qui est insensible. Et pourquoi cette population est insensible? Parce que nous, les politiques, nous avons échoué à sensibiliser cette population à prendre sa responsabilité. Je m'explique. Vous savez que dans un parti politique, on a le rôle de sensibiliser, de véhiculer des messages patriotiques
qui appelle la population à intégrer une idéologie constructive pour la nation. Mais vous savez avec nous qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques, parce qu'on en a plus de 1000. Ce qui se passe, on va ramasser des gens, excusez-moi pour ces termes, on va prendre des gens, on va les rendre comme des robots. En fait, on va les robotiser pour dire, bon voilà, vous allez faire ceci, et vous allez juste acclamer, et on va vous donner l'argent des transports. Donc, nous-mêmes, nous avons détruit, nous les hommes politiques, nous avons détruit cette population parce que nous n'avons pas montré à cette population comment suivre les valeurs idéologiques constructives pour un pays, pour une nation. Et donc, quand vous voyez depuis un père, parce que moi je suis né à l'époque d'un père, vous avez vu comment on nous faisait chanter. Et il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de discussion. Vous allez chanter Mobutu, Santa, je ne sais pas, Seko, Seko, et c'était tout. On nous a abrutis à partir de cette époque-là. Et plus tard, Laurent Désiré Kabila arrive, lui ne voudra pas du parti, il fait l'autoritarisme. Et Joseph qui arrive par la suite, nous vient avec les PPRD. Les PPRD n'a pas véhiculé de bons messages non plus pour encadrer la population. Les PPRD aussi, excusez-moi de citer les noms, comme je citais un père, je cite aussi les PPRD parce que c'était des partis au pouvoir. Mais ils ont usé aussi de la confiance du peuple pour les abrutir davantage et il n'y avait pas justement cette séance éducationnelle qui pourrait permettre à ce que la population prenne conscience, soit consciente que nous devons revendiquer notre droit. Parce que ça doit passer par les pays. Et c'est une des causes aussi. Vous savez qu'en démocratie, il y a les statuts de l'opposition, il y a une loi portant fonctionnement des partis politiques. Cette loi, elle n'a jamais été appliquée. Parce qu'on devrait financer les partis politiques de l'opposition, ou tous les partis politiques. Mais pourquoi on ne finance pas ou on ne veut pas que cette loi soit mise en œuvre? Tout simplement parce qu'on veut que la population soit abrutie. Donc c'est aussi la population, à travers leurs dirigeants, qui sont en train de détruire les pays. Et c'est là parce que tout simplement, la population se désintéresse. Vous avez vu pendant la campagne électorale, on ne vient pas pour véhiculer ou pour passer des messages constructifs, mais on vient plutôt parler avec la population pour les mentir, faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, et après on leur distribue l'argent, et cette pauvre population, parce qu'elle n'a pas de moyens, elle prend les 1000 francs, les 2000 francs, les 3000 francs, et va aller voter. Mais quel est le message que je retiens quand quelqu'un vient battre campagne? Il n'y a pas ces messages-là. Et donc, les projets de société qui devraient être véhiculés par les partis politiques ne sont pas véhiculés comme il se doit, ne circulent pas et ne sont pas dans la tête, en fait, de la population. Et donc, on se retrouve face à une population qui est faible et qui ne sait pas par où commencer. Et je vais terminer votre première question en disant que normalement, la population se joint à son parti politique pour revendiquer. Parce que les partis politiques est le cadre idéal pour revendiquer une position politique ou un droit de la population ou tout ce qui va en dehors de la bonne gouvernance. C'est le cadre dans les partis politiques. Mais dès lors que ces partis politiques sont corrompus avec des autorités morales, comme on le dit, moi je les appelle des leaders éternels. Vous avez déjà vu un parti politique ici où on a changé démocratiquement le président? C'est extrêmement rare. Le président du parti, quand il est à prison, il est président du parti. Quand il voyage, il est président du parti. En fait, il est président fondateur, il reste au sein du parti, il règne et s'il mourait, c'est son fils ou sa femme ou quelqu'un de sa famille qui le remplace. Ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie devrait commencer au sein des partis politiques. Et c'est ce qui ne se passe pas comme il se doit. Je vous donne encore un autre exemple. Les partis politiques sont régionalisés. Quand on parle de tel parti, vous voyez telle région du pays. Tel parti, telle région du pays.
tel parti, telle tribu, telle ethnie. Il n'y a pas un parti rassembleur qui peut rassembler toutes les 26 provinces pour pouvoir montrer l'exemple. La conséquence, c'est quoi? Il n'y a pas un parti qui peut produire la majorité au Parlement. Depuis que la RDC existe, on passe par des coalitions pour faire la majorité parce que nous sommes divisés. Et c'est justement maintenant le temps de trouver la solution pour pouvoir remettre de l'ordre parce que les partis politiques ne sont pas exemplaires. Et moi maintenant, en tant que quelqu'un qui est libre, nous sommes déjà en train de parler avec des jeunes, avec ceux-là qui voient ma vision ou ma politique de bonne manière pour qu'on crée plus tard un parti qui va montrer l'exemple de l'unité nationale dans les 26 provinces. Et nous allons y arriver. Voilà. Le gouvernement national de l'Union nationale va donner la solution au problème. Quand nous sommes allés voir le conseiller spécial, il nous a demandé clairement quelle taille vous voulez pour ce gouvernement. Moi, j'ai parlé de 25 ministres. Ça, c'est moi, avec la délégation des opposants qui m'avaient accompagné. Nous étions 12. Nous avons demandé à ce que le gouvernement ne dépasse pas 25. Pourquoi? Parce que nous voulons justement réduire les traits des institutions pour que les gens n'aillent pas chercher des postes, mais trouvent des responsabilités utiles pour que les choses aillent de l'avant. Mais au-delà de votre question, je voudrais ajouter que le vrai problème de la RDC, ce n'est pas la réduction des trains de vie des institutions. Le vrai problème, c'est lutter contre la corruption. Parce que quand vous voyez l'argent que nous perdons chaque jour, chaque mois, cet argent pourrait aider la RDC à pouvoir se reconstruire, même si les gens qui sont dans les institutions étaient bien payés. On peut prendre l'argent de la corruption qu'on vole aujourd'hui et pouvoir l'ajouter sur les salaires des citoyens, pouvoir l'utiliser pour la production. Mais ça n'existe pas malheureusement. Et donc, nous pensons, et c'est ce qu'on nous a posé aussi la question, pourquoi le gouvernement, quelle serait la priorité du gouvernement de l'Union nationale? Il faut que le gouvernement travaille sur la corruption, lutte contre la corruption. Pour nous, c'est d'abord la priorité de ce gouvernement. Parce que nous, on a pensé d'abord à la sécurité, mais après, il faut lutter contre la corruption si on veut donner la solution au problème. Mais c'est vrai qu'il y a des institutions qui abusent. Vous savez, j'ai toujours été contre une rubrique qui existe dans le fonctionnement des institutions qu'on appelle fonds secrets de recherche. En fait, c'est même la porte de la corruption institutionnelle. Les fonds secrets, là, c'est un montant qu'on attribue à un dignitaire, à un membre du gouvernement, et il ne va pas justifier cet argent. C'est pour l'argent, c'est pour distribuer, c'est pour gérer tout ce qu'il y a comme transport, tout ce qui peut venir et ce qui n'est pas budgétisé. Donc, il y a un travail, effectivement, qu'on doit faire des fonds pour dénicher tous les fonds secrets et pouvoir retravailler les budgets qui sont affectés aux institutions. Quand vous voyez un ministre passer avec 3, 4, 5, 6, 7 voitures comme cortège, c'est une dépense. C'est pratiquement une dépense parce qu'on n'a pas besoin de sécuriser un ministre avec plus de 2 voitures ici, dans la ville de Kinshasa, parce que le ministre a peur de quoi? Et tous ces cortèges servent à quoi? C'est une dépense parce que ce sont des carburants qui se volatilisent, ce sont des membres, des personnels qu'on paye en plus. La police qui devrait sécuriser la population est affectée à la suite d'une autorité. C'est une aberration. On peut juste avoir 1 ou 2 policiers, c'est fini, qui s'habillent en civil et qui est dans la voiture, qui suit le ministre. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses à pouvoir retravailler au sein des gouvernements pour réduire les traits de vie des institutions. Mais la solution durable, c'est lutter contre la corruption d'abord et lutter contre les fichiers fictifs. Officiellement, on vous dira qu'il y a 500 000 enseignants, je donne un exemple, mais officieusement, il y a plus de 2 millions d'enseignants qu'on paye. On vous dira qu'il y a peut-être 100 000 médecins officiellement, mais s'il faut vérifier les fichiers, peut-être qu'on paye 1 million de médecins. C'est la même chose pour les infirmiers,
C'est la même chose pour l'armée, parce que vous savez, quand le chef de l'État est allé à Ituri à l'époque, il a lui-même dit que l'effectif militaire, on l'a trompé, ce n'était pas ce qu'il pensait. Donc nous avons ce genre de problèmes, et si nous récupérons tous ces fonds, il faut de la volonté. Pour récupérer, ça pourra aider la République. Et vous savez qui touche cet argent? Ce sont les familles des dignitaires, ce sont les membres et les militants des partis politiques qui touchent cet argent gratuitement chaque mois, et ils font en sorte que l'État est en train de perdre l'argent qui pouvait servir pour les investissements et rehausser les salaires des agents. Donc il y a moyen, avec le gouvernement de l'Union nationale, si les gens sont décidés, si les gens sont francs, si les gens sont sincères au sein de ces gouvernements, ils peuvent relever les défis et apporter la solution à la question sécuritaire. Merci. Que j'avais une idéologie appropriée et je suis élu avec une performance de plus de 90%. Ça veut dire que ma politique, ça veut dire tout simplement que ma politique a convaincu la population. Vous pensez que les leaders, il y a des leaders ici de l'opposition qui font trop de bruit inutilement. Mais allons dans un processus démocratique transparent. D'ailleurs, je l'ai dit au conseiller spécial. Si vous voulez mettre de l'ordre dans la classe politique, il faut des élections transparentes et crédibles. Et on va voir qui va résister. Parce que d'ailleurs, tous ces leaders, on les vote par défaut. Est-ce qu'ils arrivent dans tous les villages ici du Congo? Non. Ils viennent dans quelques grandes villes, ils viennent seulement par influence, ils vont flatter les gens, et puis voilà, on vote par défaut. Mais qui est ce leader qui vient parler avec la population? Nous, on est en train de venir. Moi, en tant que candidat, vous allez me retrouver dans plus ou moins 120 territoires. Je vais circuler pour sensibiliser les gens, pour les convaincre à mon idéologie politique, à mon projet de société. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, quelqu'un doit il doit s'approprier votre idéologie. Mais tous ces leaders ici, ce sont des leaders qui sont en train de tromper le peuple. Qu'on ne vous trompe pas. Pourquoi? Je donne l'indicateur. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on est à 2025. Est-ce que nous avons évolué? Est-ce que nous avons évolué? Non. Est-ce que nous avons évolué? Non. Mais si on avait des politiciens qui valaient la peine, des politiciens dignes de ce nom, est-ce qu'on allait être là? Non. La question, elle est claire. Si aujourd'hui nous sommes en train de reculer parce que nous n'avons pas de politiciens capables, donc il n'y a personne ici qui va nous intimider pour dire « moi je pèse plus ». Non. Allons dans une course où les élections sont transparentes et on va trancher qui est fort. Et c'est ça ce que nous avons recommandé même au conseil spécial, que le processus prochain soit transparent, libre et démocratique. Et j'ai même ajouté qu'on doit réformer la CENI. La CENI a montré vraiment des limites dans les 3 cycles électoraux. Donc, pour me résumer, ayez vos apaisements. Nous, on vient de lancer la vraie opposition maintenant. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est la vraie opposition au niveau national. Et nous allons continuer. Nous, on fera l'opposition constructive, l'opposition républicaine qui profite à l'État congolais, qui profite au peuple congolais. Parce que d'ailleurs, cette opposition que nous avons aujourd'hui, le peuple n'a plus confiance à cette opposition. Même la majorité, le peuple n'a plus confiance. Donc il faut trouver maintenant le temps de refaire les choses autrement. Votre deuxième question, qu'est-ce qui s'est mis les gens dans un parti politique? Ce sont les idéaux, les idéologies politiques. Quand j'ai embrassé ensemble, c'est parce que nous étions dans la même logique de réflexion, dans les mêmes idées. Mais étant dans ensemble, il y a des idéaux qui commencent à se diverger. Et donc si on commence à se diverger, les actions se diffèrent également. Et ça va créer des problèmes. Et c'est comme ça que ça a créé des problèmes. On est arrivé là où on est aujourd'hui. J'ai été exclu parce que tout simplement, mes idéaux maintenant divergent de celles d'ensemble. Et ce n'est pas mauvais. Peut-être que c'est ensemble qui va bénéficier de l'appui du peuple congolais. Tant mieux.
Si c'est moi, tant mieux. Parce que notre dénominateur commun, c'est la RDC, c'est notre République qui doit gagner. Donc, je respecte Ensemble, je respecte le président Moïse Katumbi, je respecte tous les membres de Ensemble, je respecte les CG, ils ont leur idéologie et moi j'ai mon idéologie et nous allons réfléchir avec d'autres jeunes, avec d'autres personnalités pour avoir notre idéologie plus tard. Voilà.